Bonsoir, nous sommes le 1er novembre 2020. Alors c'est la Toussaint. On me disait tout à l'heure, oui, la Toussaint c'est le jour des morts. Mais non, non, le jour des morts c'est demain. Aujourd'hui c'est la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. En anglais c'est très simple, c'est All Saints aujourd'hui, le jour de tous les saints. Et demain All Souls, la fête de toutes les âmes, qu'on appelle aussi voilà, en anglais on appelle ça aussi le jour des morts. Mais il ne faut pas confondre. Alors, de quoi je vous parle aujourd'hui? Pas du tout de ça. Qui va gagner? Biden ou Trump? Alors, je vais vous expliquer. Parce que moi, en 2016, j'étais déjà sur mon blog, je faisais des pronostics, j'expliquais, et je disais qu'il n'était pas très très clair qui allait gagner. Alors on me parlait, les gens nous disent maintenant, oui, tous les sondages disaient que Clinton allait gagner, etc. D'abord, c'est pas vrai. Et ensuite, les sondages favorables, il fallait les interpréter d'une certaine manière, que je vais vous rappeler. D'abord, premier machin dont il faut tenir compte, le contexte américain. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Le contexte américain, c'est le suivant. C'est un pays fédéral qui s'est constitué par l'agrégation successive d'un certain nombre d'États qui se sont joints à l'Union. Voilà. Alors il y a des États qui ont fait sécession, vous êtes au courant, à une époque et qui ont créé une confédération de leur côté, mais il y a une union où on a intégré les États petit à petit. Alors, de quoi a-t-on tenu compte? Parce que c'est ça qui est très important au départ. On n'a pas voulu pénaliser les États qui avaient une énorme surface et où il n'y avait personne. Bon, pourquoi? Parce que c'était un pays de pionniers qui, bien sûr, confisquait aux gens qui étaient là le pays, mais dans la perspective de cette nation, ben voilà, tout ça était mis entre parenthèses. Alors, on avait d'un côté des États où il y avait déjà beaucoup de monde, dans des milieux urbanisés, et puis on avait des États qui étaient très grands et ruraux, où il n'y avait pas grand monde. Et on ne voulait pas que les États ruraux, où il n'y avait pas grand monde, disparaissent entièrement de la carte quand il y avait des élections. Donc on leur a donné un avantage. Et cet avantage, il fait la chose suivante, c'est que les gens qui habitent dans les villes doivent être plus nombreux pour élire des gens que les gens qui sont dans la campagne, parce qu'on avait introduit au départ ce déséquilibre volontaire pour que les grands États ruraux où il n'y avait personne ne soient pas entièrement effacés de la réalité politique. Voilà. Donc, ça explique pourquoi des gens qui gagnent le vote populaire, c'est-à-dire en fait qui gagnent au suffrage universel, ne l'emportent pas nécessairement parce qu'ils peuvent gagner à partir de votes qui sont concentrés dans les villes. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être démocrate ou républicain. Il se fait que maintenant, les gens dans les villes sont essentiellement démocrates et ceux dans les campagnes sont républicains. Ça pourrait être l'inverse. Mais ça veut dire que dans un différentiel comme en 2016, où Hillary Clinton a 2% des voix de plus que Trump, elle perd quand même en raison de ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, quand on fait des sondages et qu'on regarde et qu'on dit, voilà, la candidate démocrate va l'emporter parce qu'elle a 2% de plus des voix que le candidat républicain, non, pas nécessairement. Alors, dans ce contexte-là, pourquoi est-ce que j'étais tellement frileux à faire un pronostic il y a 4 ans? Pour la raison suivante, c'était que les deux candidats à la veille de l'élection étaient tous les deux très impopulaires vis-à-vis de l'électorat. M. Trump avait 59% d'opinions défavorables dans l'électorat et Mme Clinton exactement le même nombre. Donc, deux candidats qui allaient être nommés, non pas par un grand enthousiasme de la part de la population, mais par un vote de rejet de la part des deux candidats. Un rejet de la part des... pardon, pas de la part des deux candidats, de la part de l'électorat. Voilà. L'électorat, les gens allaient voter contre un candidat, des deux côtés. Ceux qui allaient voter Trump allaient voter contre Hillary Clinton, ceux qui allaient voter pour Clinton voteraient contre Trump.
La preuve voilà, de ça, une illustration, c'est qu'on interroge maintenant ces jours-ci beaucoup de gens à la télévision en disant, voilà, ce sont des gens qui ont l'intention de voter Biden alors ils avaient voté Trump en 2016. Et quand on demande à ces gens, au niveau des primaires, quand il fallait voter pour un candidat à l'intérieur du Parti républicain ou à l'intérieur du Parti démocrate, pour qui aviez-vous voté? Et beaucoup de gens qui ont voté pour Trump à l'élection étaient des gens qui avaient voté à l'intérieur des primaires, à l'intérieur du Parti démocrate, pour M. Sanders contre Clinton. Preuve s'il en est que c'est dans un rejet contre Mme Clinton que ces gens-là ont voté pour Trump et qu'un certain nombre de gens ont voté pour Trump. Bon, alors ça c'est le cadre. J'ai dit 59% d'opinion défavorable pour Clinton, 59% d'opinion défavorable pour Trump, 2 jours avant l'élection. Alors, on est 2 jours avant l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, je vous montre quelques trucs. Malheureusement, je n'ai pas une imprimante qui fait de la couleur, donc il faut que je vous explique ce que ça dit. Alors, j'ai mis Trump au-dessus parce que ce qui vous est montré, c'est le nombre de gens qui approuvent la gestion des affaires par M. Trump en ce moment. Alors, il y en a 45% qui approuvent et 53% qui désapprouvent. Monsieur Trump, vous le voyez, bon, il a parfois une opinion un peu plus favorable, vous voyez ça sur la courbe, mais en gros, il n'a jamais dépassé la barre des 50%. J'ai mis en dessous quelques chiffres. Monsieur Obama, sur le même genre de graphique, durant sa présidence, les opinions favorables en son honneur étaient entre 47% au plus bas et 65% au plus haut. Donc, il a toujours fait beaucoup mieux que monsieur Trump en particulier. Même au plus bas, Obama faisait, avec ses 47%, faisait mieux que Trump avec ses 45% maintenant. Quand on pense à M. Kennedy, John Kennedy, les opinions en sa faveur sur sa gestion des affaires durant toute sa présidence, entre 72% et 82% d'opinions favorables. Donc, première chose, M. Trump, qui avait une opinion défavorable envers lui, n'est pas arrivé à décoller par rapport à ça. Il y a toujours une majorité des gens qui ne l'aiment pas. Alors, si on regarde des chiffres plus précis, qui sont des chiffres véritablement comparables à ces 59% d'opinion défavorable vis-à-vis de M. Trump. Alors, je vais essayer de faire ça d'une manière que moi je vois aussi ce qui est écrit. Opinion défavorable pour M. Trump. En ce moment, 54,9. 54,9, c'est mieux que les 59% d'opinion défavorable. C'est à peu près 5% de mieux. Bon, donc il a, entre l'élection de 2016, 59% d'opinion défavorable, et maintenant, 54,9, il a gagné pratiquement 5 points par rapport à ce qu'il avait avant. Donc c'est pas mal. Mais quand on regarde les opinions défavorables pour M. Biden, 44% d'opinions défavorables, à comparer avec les 59% d'opinions défavorables pour Mme Clinton à la même époque, les 2 jours avant l'élection. M. Biden, en termes de favorable ou défavorable, il a 15 points de mieux que Mme Clinton. Il faut en tenir compte. Alors, autre chose. Maintenant, quand on remet les deux candidats en parallèle, en termes de favorable et de défavorable, qu'est-ce que ça nous donne maintenant? On voit monsieur 6,8% de positif pour M. Biden, moins 12,9% pour M. Trump, un différentiel entre les deux, en termes d'opinion favorable, de 19,7%, pratiquement 20%. Ça, c'est important. Ça, c'est considérable. 20% d'opinion plus favorable pour M. Biden en ce moment même que pour M. Trump. Qu'est-ce que ça donne comparé avec Mme Clinton à la même époque? Alors voilà, je viens de vous dire 19% d'opinion favorable pour Biden en ce moment,
c'est les 19,7 que je viens de vous dire. À la même époque, à 2 jours avant l'élection, 5,4% pour Madame Clinton. Et en baisse. Vous voyez le truc noir là, c'est la baisse de popularité de Madame Trump par rapport à Monsieur Trump, de Madame Clinton par rapport à Monsieur Trump dans les jours qui précèdent. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la remise en question par Monsieur James Comey, président du FBI, qui avait relancé la question du serveur sur lequel Madame Clinton avait utilisé un serveur privé au lieu du serveur sur lequel elle devait mettre tous ses messages. Pourquoi est-ce que M. Comey avait fait ça? Il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y avait un certain nombre de... Il est très attaqué par les démocrates depuis. Il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y avait un certain nombre de procédures qui étaient en cours. Et ça, j'en parle longuement dans mon ouvrage qui paraît dans 3 jours, le 6 novembre, le deuxième volume de la chute de la météorite Trump. Il y avait un machin pour lequel M. Comey n'était absolument pas responsable. C'est que quelqu'un était accusé de pratiques sexuelles tout à fait déplacées vis-à-vis d'une très jeune personne et qu'on avait trouvé sur l'ordinateur qui était le sien. Il se faisait que c'était un ordinateur qu'il partageait avec son épouse qui était au secrétariat de Madame Clinton. Donc on était tombé sur un machin qui devait apparaître aux yeux de la justice, mais qui révélait en même temps un machin qui était très défavorable à Madame Clinton. Alors, j'insiste là-dessus, parce que c'est un truc chez les démocrates, ils haïssent ce monsieur James Comey pour avoir fait dérailler, selon eux, la campagne électorale de Madame Clinton dans les derniers jours. Il ne pouvait pas faire autrement. Il s'est fait que 2 affaires, une affaire de mœurs et une affaire justement de ce serveur de Madame Clinton. Certains de ses mails se trouvaient sur cet ordinateur parce que sa secrétaire, au moment de la campagne électorale, partageait cet ordinateur et que par une décision de justice, au moment où on a partagé les choses, eh bien le monsieur s'est retrouvé avec cet ordinateur sur lequel il a mis des photos qu'il n'aurait pas dû mettre, et c'est comme ça que, sans doute, il y a eu un désavantage pour Mme Clinton dans les derniers jours. Ceci dit, je l'ai souligné, et je l'ai dit dès le départ, une candidate très très impopulaire pendant toute la campagne électorale. Ce qui faisait que donc, et c'est là je le rappelle, 59% d'opinion défavorable pour M. Trump, 59% d'opinion défavorable pour Mme Clinton à cette époque-ci, alors que de ce point de vue-là, M. Biden va beaucoup mieux puisqu'il n'y a que 44% d'opinion défavorable, un différentiel de 15 points, de 15% par rapport à Mme Clinton. Qu'est-ce que ça prouve? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce que ça prouve quant à quel candidat va être élu. Dans le livre dont je viens de vous parler, le deuxième volume qui s'appellera Haute trahison, de cet ouvrage en 2 tomes qui s'appelle La chute de la météorite Trump, je dis qu'en raison du fait qu'il est président des États-Unis, M. Trump a un poids considérable sur ce qui se passera dans la période qui suivra le 3 novembre, période où on dépouillera les bulletins qui sont venus par correspondance, sa possibilité d'influer en tant que président sur la manière dont les choses vont évoluer. Aussi, et là il n'arrête pas de le répéter et tout le monde souligne que le fait qu'il le répète montre qu'il sait qu'il va perdre, il peut faire intervenir dans une période d'hésitation les gens qu'il a fait nommer à la Cour suprême des États-Unis s'il fallait trancher et l'ensemble des juges au niveau des États qu'il a fait nommer au cours des 4 années de son mandat. Donc qui va l'emporter? Je ne peux pas vous dire. Ceci dit, la situation du point de vue purement électoral, et je ne parle même pas de tentative de coup d'État de M. Trump qu'il a annoncé et dont il a dit qu'ils auraient lieu, du point de vue électoral, du point de vue des votes, M. Biden dans une position beaucoup plus favorable que Mme Clinton, mais M. Trump, quelqu'un de séditieux, quelqu'un qui appelle des troupes armées, des milices armées à se mettre de son côté et à intervenir dans les bureaux électoraux pendant la campagne et à intervenir, il l'a dit,
intervenir éventuellement dans la période qui suit l'élection. Quand on lui a posé une question sur des milices de suprémacistes blancs, il leur a dit ne bougez pas, mais soyez prêts, ce qui est quand même un message séditieux en tant que tel, d'autant qu'il s'agit il ne s'agit pas de l'armée, il ne s'agit pas de la police, il s'agit de milices privées. Voilà. Mon pronostic, si on peut dire, à la veille d'une élection très importante aux États-Unis.